OK. Parce que le son, il est bon. Parce que j'avais un blocage au départ, le Webex. Je viens d'accéder. Donc, on va commencer. Il nous reste un exo sur la traduction dirigée par la syntaxe. Donc, on vous donne dans l'exo 5 une instruction do, instruction provide, condition 1, condition n. Et on vous donne la sémantique de l'instruction. On vous dit qu'on exécute instruction si seulement si toutes les conditions sont vraies. D'accord? On va exécuter cette instruction si seulement si toutes les conditions sont vraies. Si une condition parmi les n conditions elle est fausse, je sors directement vers la fin. Et donc là, ils ont donné l'exemple de l'instruction. J'ai dit la fois passée, quand on travaille dans la traduction dirigée par la syntaxe, il faut construire au départ la grammaire syntaxique, puisqu'on travaille sur une grammaire syntaxique. Donc là, on a construit la grammaire syntaxique de départ. J'ai mis instruction do. Ça commence par quoi? Ça commence par do, le mot-clé do. Juste après, vous avez un nom terminal qui va vous donner instruction, suivi du mot-clé provide, d'accord, provide, et suivi par la suite, vous avez une liste de conditions. Donc, on a une liste de conditions. Et donc, liste de conditions, elle va vous donner liste de conditions, virgule, condition, ou bien une condition. Soit on a une condition, ou là, vous avez plusieurs conditions. Et donc là, c'est la grammaire syntaxique de l'instruction donnée au départ. Est-ce que c'est bon? On va travailler sur une grammaire syntaxique, puisque la traduction, elle est déjà expliquée. La traduction dirigée par la syntaxe. C'est la syntaxe qui dirige la sémantique. Il faut d'abord avoir une grammaire syntaxique dans laquelle on va insérer les routines sémantiques. Elle devient par la suite la grammaire sémantique. Est-ce que c'est bon pour la grammaire syntaxique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la grammaire syntaxique, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon pour la grammaire syntaxique? J'attends votre réaction, s'il vous plaît. Oui, S'il monsieur, vous c'est plaît. bon. Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. C'est le son, il est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, puisqu'on va attaquer Hada, on va continuer l'exo Hadou. Et on risque de faire que peut-être qu'un seul exo de l'allocation substitution, puisque vous êtes en retard pour l'allocation substitution. Je croyais que vous allez faire le cours ce matin, puisqu'il est décalé jusqu'à 13 heures. Donc, automatiquement, vous êtes en retard pour l'allocation substitution. Est-ce que vous avez fait quoi pour l'allocation substitution? Oui, je dis tout. Surtout la représentation ligne par ligne. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait la représentation ligne par ligne? L'allocation substitution. Non. Et donc, automatiquement, il ne reste que cet exo. On va traiter cet exo. Si vous avez des questions, on va les traiter. On laisse pour la prochaine fois. Vous êtes en retard. Je croyais qu'elle va vous faire le cours d'aujourd'hui et on fait le TD juste après. D'accord? Donc là, Hadi, c'est la première question. La deuxième question, on vous demande de donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé dans le cas d'une méthode ascendante. D'accord? Donc, le schéma de traduction, j'ai dit que le schéma de traduction la fois passée, il est construit de trois choses. Le code intermédiaire, la grammaire sémantique ou la grammaire transformée ou la grammaire associée, plus les routines sémantiques. L'ensemble complet, on l'appelle le schéma de traduction. Donc, le code intermédiaire, ça veut dire quoi? On a cette instruction, on va voir quelle est la forme qu'elle va vous donner sous forme de quadruplé en sortie de l'analyseur syntaxico-sémantique. Et par la suite, à partir du code intermédiaire, on va détecter le nombre de points d'interruption et le nombre de routines sémantiques et leurs points d'interruption dans la grammaire syntaxique. On va les positionner
Et par la suite, quand on va rajouter des routines sémantiques à l'intérieur de la grammaire syntaxique, elles deviennent la grammaire sémantique. Et par la suite, on va écrire les routines sémantiques. Et l'ensemble complet, on l'appelle le schéma de traduction. D'accord? Donc là, on va construire au départ, on va construire d'abord le code intermédiaire. Donc, le code intermédiaire, on a dit quoi que la sémantique de cette instruction? On exécute instruction si seulement si toutes les conditions sont vérifiées. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Je dois faire d'abord un BR vers les conditions. On teste d'abord les conditions. Si toutes les conditions à la fin sont vraies, je reviens vers le début de l'instruction, j'exécute l'instruction et je fais un BR vers la fin. Donc, je branche vers la première condition ici. J'ai les quadruplés de la condition. Je teste quoi? Si la condition 1, si la condition 1 point tampon, elle est égale à 0, ça veut dire elle est fausse, je me branche directement vers la fin. Puisque si une condition parmi les conditions, elle est fausse, je me branche vers la fin. Si toutes les conditions sont vraies, je vais exécuter l'instruction. Donc, si je ne me branche pas vers la fin, ça veut dire la condition elle est vraie, je vais me brancher ici vers la deuxième condition. Et on fait la même chose jusqu'à arriver à la énième condition. Dans la énième condition, je teste. Si la condition elle est fausse, je me branche vers la fin. Si je suis là, ça veut dire que toutes les conditions précédentes sont vraies. Je vais faire un BRDB instruction. Je vais revenir vers l'exécution vers DB instruction ici. J'exécute l'instruction et quand j'exécute l'instruction, pour ne pas tester une deuxième fois les conditions, je fais un BR vers la fin. Est-ce que c'est bon pour le code intermédiaire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, c'est bon? Donc là c'est le code intermédiaire. Maintenant, on va essayer d'interpréter le code intermédiaire pour détecter combien on a de routines sémantiques et leur position au niveau de la grammaire syntaxique. Donc, au départ, comment on va les détecter? On va voir quelles sont les choses qui sont calculées à l'intérieur de cette instruction, quelles sont aussi les choses qui sont calculées ailleurs. Qui va faire un BR, début, condition, et sur la mise à jour de ça, et le stockage de ça? Qui va faire ça? S'il vous plaît, qui va faire ça? Qui va faire le BR début condition et le stockage du début d'instruction? S'il vous plaît. Une routine, d'accord. Une routine, elle est où? Elle est ici, au départ, avant l'instruction, avant de faire les quadruplés de l'instruction. Donc, c'est la première routine, d'accord? Qui nous le code intermédiaire? Qui va faire les quadruplés de l'instruction? C'est des routines sémantiques qui sont déclenchées à l'intérieur de la grammaire des instructions. Et donc, ils vont être faits automatiquement dans la grammaire des instructions. Ce n'est pas dans cette instruction. D'accord? Et donc, par la suite, qui va faire un BR fin et la mise à jour de la condition, de ce condition? Qui va faire ça? Qui va faire ça, d'après vous? S'il vous plaît, j'attends une autre routine. D'accord. Une autre routine. Deuxième routine. Deuxième routine après l'instruction. C'est juste après l'instruction. Puisqu'il exécute l'instruction, automatiquement, on va faire un BR vers la fin. D'accord? Maintenant, on va voir ici. Donc, elle va faire la création de ce quadruplé et la mise à jour du champ de la condition, puisqu'on le connaît maintenant, le champ de ce condition. D'accord? Maintenant, qui va faire les quadruplés de la condition? C'est des routines qui sont déclenchées à l'intérieur de la condition, de la grammaire des conditions. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. Donc, maintenant, qui va faire le test de la condition avec le BZ? Donc, on va déclencher une routine sémantique après la condition 1. Après la condition 1, après la condition 2, après la condition 3, après la condition N. Ça veut dire quoi? On a
on a une routine sémantique qui est déclenchée après chaque condition. On va voir qu'il y a une routine sémantique qui est déclenchée dans la première condition ici et une routine sémantique qui est déclenchée après les autres conditions. Deuxième condition, troisième condition, quatrième condition, jusqu'à arriver à la énième condition. Vous voyez, parce que pour le énième condition, on a la même chose. Vous voyez, c'est le même traitement. On va générer un BZ fin en testant la condition. Pour la première condition ou la énième condition, c'est la même chose. D'accord? Donc, après chaque condition, on a la même routine sémantique. Est-ce que c'est bon pour les conditions? Est-ce que c'est bon pour les conditions, la routine? Oui. Donc, maintenant, il nous reste une dernière condition, c'est de générer un BR vers début instruction. Qui va faire ça? C'est une routine sémantique qui va faire un retour vers début condition. Elle est déclenchée où? Elle est déclenchée ici, à la fin, quand on traite les conditions. D'accord? Et donc, on aura combien de routines sémantiques en totalité? Vous aurez combien de routines sémantiques? S'il vous plaît, vous aurez combien de routines sémantiques? 4 routines sémantiques, d'accord. Une avant instruction, deuxième après instruction, une, c'est la même après chaque condition, et la dernière, la quatrième, c'est à la fin de toutes les conditions. D'accord? Et donc là, vous voyez que on a, puisqu'on est dans le cas des méthodes descendantes, si on était dans le cas des méthodes ascendantes, il suffit de rajouter un nom terminal ici, grand A, grand B, grand C ici dans les deux cas, ou le grand D ici, le grand A, grand B, grand C dérivé par epsilon, et on est dans le cas descendant. Maintenant, puisqu'on est dans le cas ascendant, si on a des points d'interruption au milieu, on doit casser le MDP en plusieurs sous-MDP. Donc là, pour head la routine à ce niveau et à ce niveau, ils sont à la fin, ça ne gêne pas. Il nous reste le problème avec cette position et cette position. D'accord? Comment on va faire? On va casser le MDP en plusieurs sous-MDP. Et on commence toujours par le plus à droite. Hein? D'accord? Donc on va avoir quoi? On va commencer par ça. Hada, c'est le alpha. Ou Hada, c'est le bêta. D'accord? Et comment on a fait le cours? On remplace le alpha et on laisse le bêta. Ça veut dire, en transformant ça en vers une grammaire sémantique, on va avoir ça. Donc, on va avoir non terminal qui va vous donner le A et Hada, c'est le bêta. D'accord? Le A lui-même, maintenant le A lui-même, si on revient vers la précédente, le A lui-même, vous voyez que le A lui-même, a un autre alpha l'hnaya. Le A lui-même, a un autre alpha haulik, ou un autre bêta ici. D'accord? Le A lui-même. Donc, Hada, c'est le alpha de A, ou Hada, c'est le bêta de A. Comment on va remplacer dans A? On remplace le alpha, on laisse le bêta. Donc, on remplace le alpha par B. Donc, haulik le alpha qui est DE, de DOU, et on laisse le bêta. D'accord? Et maintenant, on a transformé la grammaire vers une grammaire associée ou la grammaire sémantique. D'accord? Dans lequel on a rajouté les routines sémantiques. Ça veut dire quand on va réduire DOU en grand B, on déclenche la routine R1 qui est avant l'instruction. Et quand on réduit grand B instruction en grand A, on déclenche la routine R2 qui est après, vous voyez là, qui est après instruction. Et quand on réduit condition en liste de conditions, on la déclenche après la première instruction, après la première condition. Et quand on réduit liste condition, virgule condition par liste de conditions, on la déclenche pour la deuxième, la troisième, la quatrième et la énième condition. À la fin, quand on réduit ça en instruction 2, on est à la fin de toute l'instruction, on déclenche la routine R4 qui va faire le branchement, qui va faire ce branchement vers le début de l'instruction. Est-ce que c'est bon? Oui. Il y a quelqu'un qui, vous pouvez reprendre comment on traite là. D'accord, je vais refaire. D'accord. J'ai dit que
Si on était dans, je vais effacer d'abord ça. Si on était dans le cas des méthodes ascendantes, on avait fait l'exo précédente, il suffit de rajouter des noms terminants. On rajoute le nom terminal grand A ici, grand A ici, grand A, grand B ici, on rajoute grand C ici, grand C ici, grand D ici, et grand D, grand A, grand B, grand C dérivé par epsilon, et on a les routines. À chaque fois quand on dérive grand A par epsilon, on déclenche la routine avant l'instruction. On dérive B par epsilon, on déclenche la routine après instruction. Si on dérive C par epsilon, on la déclenche à la fin de chaque condition. Si on dérive D par epsilon, on la déclenche à la fin de l'instruction. D'accord? Pour si on était dans le cas descendant. Maintenant, on est dans le cas ascendant. On est dans le cas ascendant. Le cas ascendant, on a vu le cours si on a A. Si on a A. Si on a A, donne alpha, bêta. D'accord? Et on a une routine sémantique ici entre alpha et bêta. Comment on l'a transformé ça dans le cours? Elle est équivalente à quoi? A donne. A donne. A donne. On remplace le alpha par grand B suivi de bêta. On ne change pas le bêta. Et le grand B, il va vous donner le alpha. Est-ce que c'est bon ça? On a vu ça dans le cours. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la transformation? D'accord. Maintenant, j'ai dit que si on a un point d'interruption à la fin, comme ce point Hades, ça ne gêne pas, parce qu'en réduisant ça en instruction 2, on va déclencher la routine R4, qu'on va la voir par la suite. Et en réduisant ça pour les conditions, en réduisant ça par liste condition, on déclenche la routine R3. Et en réduisant ça par liste condition, on déclenche la routine R3, puisque les points d'interruption, ils sont à la fin. D'accord? Ça, on ne fait rien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est les points qui sont au milieu. C'est à partir, on commence toujours par le plus à droite et on revient vers le plus à gauche. Parce que Hada, mais il n'est pas touché, le cas de la transformation. On est touché par ça et ça. Et à chaque fois quand on fait la transformation, il faut d'abord toujours commencer par le point le plus à droite et revenir vers le point le plus à gauche. Donc ça veut dire quoi? On va mettre ça, dans notre cas, c'est le alpha, ou hawlik le bêta. D'accord? Hada le bêta. Comment on transforme? On remplace le alpha par grand A et on laisse le bêta. D'accord? Comment on a fait l'hnaya? Donc on a remplacé instruction 2, il vous donne grand A, et hawlik le bêta, on ne l'a pas touché. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, le A lui-même, on revient à l'hnaya, vous voyez que le A lui-même, hawlik le A ta'i, hawlik hada ou al A ta'i, d'accord? Il contient lui-même un point d'interruption au milieu, il est là. Le point d'interruption, il est là. Donc, hada, donc le deuxième, hada c'est le alpha dans A, ou hada c'est le bêta dans A. Comment on transforme? Le A, il va vous donner quoi? Il va vous donner un grand B instruction. Donc, il va vous donner un grand B bêta, et hada c'est le alpha qui donne le grand B. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la transformation? Est-ce que c'est bon pour la transformation? Ok. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On fait un exo et on comprend au lieu de faire 1000 exos et on ne comprend rien par la suite. D'accord? Et donc, on a 4 routines sémantiques. Jusqu'à maintenant, on est en train de faire le schéma de traduction. On a construit le al-hnaya. C'est le code intermédiaire. Le deuxième, c'est la grammaire associée. Et on va écrire les routines sémantiques et l'ensemble complet, on l'appelle le schéma de traduction. La routine R1, quand on réduit d'où en grand B, on la déclenche avant l'instruction. Avant l'instruction. Elle va faire quoi? Elle va faire générer dans la matrice des quadruplés BR. On ne connaît pas la position de la condition. On va stocker, on garde le numéro de ce quadruplé et on garde le numéro de début de l'instruction. Donc, si on va écrire la routine sémantique R1, donc on va générer BR. On ne connaît pas la valeur de début de la condition. J'ai sauvegardé dans ce BR, le quadruplé QC. J'ai incrémenté le QC
et je sauvegarde dans sauf débit le débit de l'instruction. Si je reviens en haut, donc, où je crée, puisque le QCTI il est là, le QCTI il est là, le QCTI il est là. J'ai sauvegardé dans la matrice, dans la position QC had le BR. Je ne connais pas la valeur de la condition puisque je la connais par la suite plus tard. Donc, j'ai sauvegardé un pointeur qu'on l'appelle sauve BR. Je l'ai appelé sauve BR. D'accord? J'ai incrémenté le QCTI. Le QCTI, il va vous donner par la suite le premier quadruplé de l'instruction. Je l'ai sauvegardé dans la variable. Je le sauvegardé dans la variable sauve débit. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la routine R1? Est-ce que c'est bon pour la routine R1? C'est bon? OK, c'est bon. Donc, on va passer à la routine R2. La routine R2, on la déclenche où la routine R2? Quand on réduit B instruction en grand A, ça veut dire à la fin de l'instruction. À la fin de l'instruction, si on revient le code intermédiaire, on va générer BR fin. Est-ce qu'on connaît la valeur de fin? On ne la connaît pas, donc il faut stocker ce numéro de quadruplé. Et par la suite, quand on incrémente, on connaît maintenant la valeur débit de la condition qu'on l'a stocké là dans sauve BR. On l'a stocké là dans sauve BR. On revient dans cette position et je vais mettre la valeur de ce champ en ce numéro de quadruplé. Donc ça veut dire quoi là? Il y a la matrice la routine R2, je génère le quadruplé BR, je ne connais pas la valeur de la fin. J'ai utilisé, je vais expliquer pourquoi j'ai utilisé par la suite la impile. J'ai utilisé impile des fins, je stocke la pile QC, et j'incrémente le QC. Et quand j'incrémente le QC, on connaît la valeur de sauve BR qui est cette position. Je vais le mettre dans le champ 2, je vais mettre le QC. D'accord? Puisque là, on a créé, on a créé le quadruplé, j'efface d'abord. Je crée le quadruplé à la position QC l'hanaya, ou le QC l'hanaya ta'i, QC. Je ne connais pas la valeur de fin. J'ai utilisé une pile, je stocke le QC dans la pile. D'accord? Ou quand j'incrémente le QC ta'i, le QC il est là. Il va être le QC ta'i, il est là quand j'incrémente. Il va être le débit de la condition 1. Et ça veut dire, maintenant, la condition, le numéro de la condition 1 ici. Je reviens puisque la condition 1, il est stocké dans la routine R1. Il est stocké dans sauve BR. D'accord? Je reviens, puisque stocké dans sauve BR, on a stocké cette position. Je reviens dans le quadruplé à sauve BR dans le champ 2, je vais mettre le QC. Est-ce que c'est bon pour la routine R2? C'est bon. Maintenant, pourquoi j'ai utilisé une pile? Je reviens le code intermédiaire. Vous voyez que pourquoi j'ai utilisé une pile? Parce que j'ai BR j'ai une position vers la fin ici, position vers la fin ici et position vers la fin ici. Et puisque le n hada, le n ta'i, le n les conditions, il est quelconque, ça change d'une exécution à une autre. Quelle est la structure ou la structure de données le plus importante dans lequel on peut stocker un élément dans lequel le n il est quelconque? On ne peut pas utiliser un vecteur puisque le vecteur, la dimension d'un vecteur, elle est connue au départ. Mais la dimension d'une pile, ça change d'une exécution à une autre. C'est pour ça que j'ai utilisé une pile. Je peux utiliser une file, mais en réalité, une file, elle est utilisée quand vous avez une relation entre le débit et la fin. Ça veut dire le premier entrant, c'est le premier sortant. Mais là, le plus important, c'est de stocker seulement les indices des quadruplés, les indices des quadruplés, sans s'intéresser à la position, à le premier entrée ou le premier sorti. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour l'utilisation de... D'accord. Maintenant, on va passer à la routine R3. R3, elle est déclenchée, c'est la même routine qu'elle est déclenchée après chaque condition. Elle va faire quoi, la routine R3, après chaque condition? Je vais d'abord charger slide. D'accord. Elle va faire quoi? Si on revient vers
le code intermédiaire, elle va faire quoi? Après chaque condition, on génère quoi? On génère BZ en testant le temporel de la condition. Mais on ne connaît pas la valeur de la position fin. Il faut stocker donc la position de le QCH2 dans la pile des fins. Donc ça veut dire quoi? On va créer le quadruplet BZ en testant le temporel de la condition. Et pour ne pas perdre pour mettre à jour par la suite la valeur de cette position, on va stocker le QC. On le stocke dans la pile et on incrémente le QC. Est-ce que c'est bon pour la routine R3? Est-ce que c'est bon pour la routine R3? D'accord. Maintenant, il nous reste la dernière routine sémantique. Elle est déclenchée à la fin de l'instruction. Ça veut dire à la fin ici, elle va générer quoi? Elle va générer un BR vers début instruction et on connaît la valeur de fin par la suite. On va mettre les éléments qui existent sur la pile par leur valeur. Maintenant, et début d'instruction, on l'a stocké ici dans sauf début. On connaît la valeur de retour vers le début de l'instruction. Ça veut dire quand on va écrire la routine sémantique, on va faire dans la matrice quad, dans la position QC, on va faire un BR vers sauf débit qu'on l'a stocké dans la routine R1. On incrémente le QC, il va vous donner la valeur de fin. Par la suite, on va parcourir la pile des fins, Donc, tant que pile vide, tant que non pile vide, pile fin, je dis pile dans A de la pile fin, et je mets quoi? À la position A dans le champ 2, je vais mettre le QC. Ça veut dire quoi? Je vais parcourir les QC demain, je vais parcourir la valeur de fin, je dois la changer, la valeur de la première condition, deuxième condition, jusqu'à arriver à la nème condition. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur l'exo lui-même? Parce que c'est la fin de l'exo d'ailleurs. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas entendu ce que vous avez dit sur le choix d'une pile au lieu d'une file. D'accord. On a choisi Pourquoi on a choisi une pile? Est-ce qu'on peut choisir un vecteur? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut utiliser un vecteur? Est-ce qu'on peut utiliser un vecteur, s'il vous plaît? Non. Non, puisque le vecteur, la structure, le nombre, le n, il est fixe. Il ne change pas d'une exécution à une autre. Quelle est la meilleure structure? C'est la pile. La pile, puisque la pile, la dimension des piles, ça change d'une exécution à une autre. D'accord? Le nombre de conditions, n, il est quelconque, on ne connaît pas en fonction de l'exécution, puisqu'on n'est pas à la phase d'exécution, on est à la phase compilation. Au niveau de l'exécution, le n, il peut être à un certain moment 5, 10, 20, 30, 40. Et donc, la meilleure structure pour stocker les valeurs de fin, c'est d'utiliser une pile. D'accord? La structure, elle est quelconque. Même on ne s'intéresse pas à la position les BR fin ou les BZ fin. Peu importe, le premier ou le dernier litre ou c'est peu importe. D'accord? L'essentiel de parcourir les éléments qui existent dans la pile et les mettre à jour dans leur position de branchement. D'accord? J'ai dit qu'on peut utiliser une file, mais en réalité, une file, on les utilise quand on a une relation quand il y a des choses qui rentrent, quand on a la position d'entrée, elle est égale à la position de sortie. Ça veut dire first in, first out. Qui دخل عفسة dans la file, la prochaine fois quand je vais la tester, elle va être la première. Ce n'est pas la dernière. Mais c'est qui m'a fait la pile. La pile, c'est l'inverse. Le dernier entré, c'est le premier sorti. Mais quand je peux utiliser une file, ça ne gêne pas. Mais en réalité, il y a des cas quand on vous demande, il y a des conditions, il faut les stocker et par la suite, les conditions Hadoop, il faut les tester de la première vers la dernière. Automatiquement, là, il faut utiliser une file. Nous stocker le premier, c'est le premier qui va être testé. Nous stocker le dernier, c'est le dernier qui va être testé. D'accord? Est-ce que vous voyez la différence? Oui, d'accord, merci, j'ai compris. D'accord. Parce que on peut utiliser, même là, je peux utiliser une file. File first in, first out.
puisque l'ordre n'est pas important. Mais il y a des cas, il y a des instructions dans lesquelles il y a des conditions. Il faut les stocker au départ et par la suite, il faut les tester à la fin dans le même ordre. Premier entrante, premier sortante. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que j'ai une coupure. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour la notion de fil, de pile? Est-ce que c'est bon pour la notion de fil, de pile? Oui, monsieur. D'accord. Donc, il faut faire attention. On utilise une pile quand la structure de données, le nombre interne, il est quelconque. Si on connaît le nombre interne dès le départ, on peut utiliser un vecteur. Et maintenant, si vous avez une relation d'entrée avec la relation de sortie, il faut utiliser une file. Ça veut dire si le premier entrant, ça va être le premier sortant, et on va utiliser une file, puisque la file, c'est la file first in, first out. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne peux pas avancer plus que ça, t'aider, hein, parce que vous êtes en retard sur le cours. Vous n'avez pas fait l'allocation substitution. Est-ce que vous avez des questions sur les exos précédentes? L'exo 4, l'exo 3, l'exo 2? J'ai envoyé la solution. Même la solution de l'exo AD, je vais l'envoyer juste après, hein. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Je répète. Parce que ça va clôturer la première série, hein. C'est la clôture de la première série. Juste la prochaine fois, lundi prochain, on va commencer la deuxième série concernant l'allocation substitution. D'accord? Puisqu'on ne peut pas la commencer parce que vous n'avez pas fait l'état d'avancement de le cours, vous êtes en retard par rapport au TD. D'accord? Puisqu'on a commencé logiquement, on ne doit pas commencer le TD. Il faut laisser un petit peu le cours avancer. Par la suite, on a commencé le TD en avançant. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser, hein. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, j'attends votre réaction. S'il vous plaît. Non, monsieur. C'est clair. C'est clair, c'est bon.
Donc, on va se Oui. quitter. Je vais vous quitter ici, on n'a rien à faire maintenant. Parce que lundi prochain, on va faire une séance d'1h30. Ce n'est pas 1 heure. Hein. D'accord? Là, aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que vous êtes en retard pour le cours. Je croyais que vous allez faire le cours avant le TD, donc automatiquement, et par la suite, on va faire le TD. D'accord? Et puisque vous avez décalé le TD après le cours, donc automatiquement, on va faire la prochaine fois, essayer de préparer la série concernant l'allocation substitution. Ribatel comme la série concernant l'allocation substitution. Ouh là là là. Logiquement, bête pour les deux sections. C'est bon pour la série. S'il vous plaît, réagissez, puisqu'il va être Série 1 ولا série 2 série 2, بعتها Oui, كاينة. D'accord. Essayez de préparer les exos quand vous allez avancer sur le cours. Essayez de préparer pour les exos pour la prochaine fois. On va les faire lundi prochain. D'accord. On commence par l'exo 1 et l'exo 2. D'accord. Je vais vous laisser. D'accord. On se voit la semaine prochaine lundi. D'accord. Bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des emails. D'accord. Ok. D'accord. Bonne fin de journée.